Depuis 2024, le gouvernement britannique travaille sur une réforme d'identité numérique appelée Digital ID ou alors Brit Card pour les intimes. Je pense que là, ils se sont lâchés. Visant à regrouper plusieurs documents, donc les passeports, les permis de conduire. Il n'y aura plus les puces dans les permis de conduire, ça va être une identité digitale. Numéro national d'assurance, etc., etc. Dans une application sécurisée, on nous dit, attention, c'est précisé, sur smartphone. Alors selon le site officiel du gouvernement, le Digital ID permettra aux citoyens d'accéder plus facilement à des services publics et privés et de prouver leur identité de manière sécurisée. Donc c'est preuve et sécurisé. Okay. L'objectif affiché, donc il y a 3 objectifs. 1, simplifier les démarches administratives, on l'a compris. 2, réduire la fraude à l'identité. Ça, ok, d'accord. Et 3, fluidifier l'accès au travail. Alors, l'accès au travail fluidifié, je ne suis pas certain que ça soit réellement un objectif. En tout cas, moi, je ne le comprends pas très bien. Donc, en premier point, que dit la loi? Ce qu'il faut regarder, que dit la loi? Donc, pour le moment, l'identité digitale ne sera pas obligatoire pour tout le monde. Souvenez-vous, je ne peux pas dire ce mot, mais au début, c'est jamais obligatoire pour tout le monde. Cependant, elle deviendra nécessaire pour certaines démarches, notamment pour prouver son droit au travail. Donc maintenant, on n'a plus le droit d'aller travailler, mais on doit prouver qu'on a le droit d'aller travailler. On change de société, d'accord? On est dans une société où on nous offre des privilèges, on nous offre plus de privilèges qu'avant, mais il faut qu'on puisse prouver beaucoup de choses. Donc, prouver son droit au travail ou à la location d'un logement. Mais voilà, ça signifie qu'à terme, ne pas disposer de cet identifiant pourrait rendre certaines démarches impossibles. En gros, ce que la loi nous dit, c'est qu'il y aura des citoyens et il y aura des gens exclus de la société. Alors, on avait les sans domicile fixe, les SDF, les clochards, les marginaux. Mais là, on aura clairement des gens que le gouvernement exclut de la société. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Donc, concernant les sanctions, il n'existe pas d'amende ou de peine confirmée pour ceux qui refusent le Digital ID, mais comme vous serez rayé de la carte de la société, c'est quand même une des formes les plus hautes de sanctions, puisqu'il vaut mieux, à ce moment-là, il vaut mieux être en prison où on est nourri, logé et blanchi, hein, en prison, plutôt que d'être dans la nature et d'avoir accès à rien. Ça rappelle un peu le confinement, c'est l'auto-confinement. Ça rappelle un peu ça. Donc, pourquoi est-ce que ce Digital ID, en fait, il divise autant, il fait autant débat? Donc, le Premier ministre, Keir, alors pareil, son prénom, j'ai vraiment du mal, Keir Starmer, justifie ce projet par la lutte contre la fraude et l'immigration illégale. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culot dans les idées qu'on peut mener sur ce sujet. C'est-à-dire que, en fait, la justification, c'est l'immigration illégale. Alors, ça pose des questions pour l'immigration parce que si, je veux dire, dans le passé, on avait des frontières, on avait des policiers, des douaniers, on avait des frontières. On a enlevé les frontières. Pourquoi il y a encore une immigration illégale? Pourquoi est-ce qu'on paye des taxes s'il n'y a pas de frontières et qu'on n'arrive pas à réguler l'immigration alors qu'avant, on y arrivait. Avant, il n'y avait pas ce problème. Alors peut-être que j'ai pas les chiffres. Peut-être qu'aujourd'hui, l'immigration, peut-être que si on nous montre les chiffres, peut-être qu'on aurait peur. Je sais pas. Mais voilà, c'est ce qui justifie, c'est que d'après le gouvernement britannique, eh ben, la fraude et l'immigration illégale, c'est ce qui justifie ce projet.
Et c'est vrai que ça fait un peu, ça questionne un peu. Alors, alors voilà, ça fait débat parce que, en fait, ce qui s'est produit, c'est que, euh, je sais plus, j'avais une donnée, donc ils avaient des sondages, c'est les sondages, hein, les sondages, on sait tous ce que ça vaut. Donc les sondages disaient que 50% des gens n'étaient pas contre ou étaient OK sur une Digital ID. Et puis donc, Keir Starmer, il s'est dit, bon, allons-y, allons-y. Et du jour au lendemain, le gars, du jour au lendemain, il fait son annonce, brillant, il fait son annonce, et eh ben, les 50%, maintenant, tout le monde est contre. Enfin, la majorité, c'est vraiment une mesure impopulaire. Alors, on rigole, hein, mais je critique pas le Premier ministre, hein. J'ai pas envie d'avoir des ennuis parce que il rigole pas là-bas, hein, ça rigole pas. Donc, et puis on doit pouvoir faire de l'humour et puis parler librement. Il va falloir qu'on arrête de nous prendre pour des, voilà, on va pas nous fliquer en permanence, on va pas rentrer, on ne peut pas rentrer dans ce type de société. Sinon, on va avoir des hackers informatiques à tous les coins de rue. On va avoir des gens ils vont vraiment se lancer là-dedans pour des raisons qui avant, c'était pas pour ces raisons-là. Bon, bref, je divague, mais voilà. Donc, les associations de défense des libertés numériques comme Open Right Group dénoncent une centralisation excessive. Alors, la centralisation excessive, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se plaignent parce que quand on voit le passé du Premier ministre britannique, bon, il fallait pas trop s'attendre à ce que ça change de ce qu'il a vécu, d'accord? Parce que apparemment il était communiste. Alors, j'ai pas sa biographie, mais j'ai ouï dire qu'en fait, il avait une sensibilité communiste, d'accord, dans sa jeunesse ou dans sa vie. Donc, voilà, faut pas s'étonner. Donc, voilà, toutes les données personnelles, identité, photos, biométrie, seraient stockées et vérifiées via un système gouvernemental central. Ça pose question. Le système gouvernemental central pose question. Parce qu'effectivement, ça rappelle le communisme. Et le communisme, on sait tous que ça n'a jamais marché. On sait que ça marche pas. Ça marche, ça... En fait, on ne peut pas dire que ça marche pas. Puisque le communisme fonctionne en Chine. Donc, en fait, on ne peut pas dire que ça marche pas. Mais on peut dire que il y a des risques à la centralisation excessive. Ça, on peut le dire. Donc voilà, cette approche fait craindre une évolution vers un modèle de société de contrôle, même si les intentions officielles sont administratives. Donc, euh, donc voilà, pourquoi est-ce que ça fait autant de débat? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça fait autant de débat? En fait, est-ce que c'est bien ou mal ce système de Digital ID? Technologiquement, c'est le progrès. On va pas se le cacher, avoir 10 000 mots de passe en permanence sur soi, 10 000 papiers pour prouver que notre identité à la banque, partout, c'est fatigant, on va pas se le cacher, on perd du temps. Voilà, la technologie permet de tout regrouper et puis voilà, qu'on n'ait plus à y penser, quoi. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Et puis on perd des papiers, et puis il faut renouveler, et puis. Mais alors, effectivement, les gens, donc, ça fait beaucoup de débats parce qu'en fait, eh ben, ça touche aux libertés individuelles. Et on sait tous euh, on sait tous qu'il y a beaucoup de risques, il y a énormément de risques à tout regrouper. Voilà, moi, enfin, on n'a pas forcément envie que toutes nos infos soient regroupées au même endroit. Peut-être qu'on a envie que ben, nos informations bancaires, ben, ça reste à la banque, d'accord, mais on ne veut pas que le gouvernement il ait accès à nos comptes, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent ou je sais pas quoi. On ne veut pas que notre dossier médical soit vu par les assurances de santé ou par le gouvernement. On ne veut pas de ça. Et on sait que par le passé, ça a provoqué déjà des dérives, notamment des dérives de contrôle, des dérives totalitaires. Peu importe les raisons, on sait que par le passé, donc il y a ce risque. Donc les gens, ma grande majorité, se dressent contre. Alors, comment est-ce qu'il aurait pu faire, le Premier ministre, pour amener le sujet de manière un peu plus détendue
Parce que, en fait, du coup, maintenant, on se doute maintenant qu'il a un agenda. Voilà, il a un agenda politique. On ne sait même pas si c'est vraiment lui qui fait cet agenda. Mais pour qu'il ait une communication aussi médiocre, on peut se dire que, on ne peut que se dire euh, en fait, qu'il a un agenda. Bref. Parce que sinon, en fait, si on voulait faire adhérer les gens à ce type de technologie, eh ben, il faudrait trouver les moyens, euh, par exemple, c'est qu'une idée, mais par exemple, de conserver en fait une décentralisation des documents, par exemple. Que en fait, vous ayez des clés différentes, peut-être même aujourd'hui avec la technologie blockchain, et que vos documents soient répartis dans la blockchain sous des clés de sécurité différentes, et que vous ayez et qu'on puisse vérifier votre identité très simplement de manière confidentielle et sécurisée. C'est un exemple, c'est une idée, je ne sais pas ce que je raconte, mais en tout cas, je ne sais pas. Mais on a zéro info, comment, pourquoi, comment est-ce que ça va se faire. Bon. Donc en tout cas, en Europe, enfin, moi, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Après, après, il y a autre chose de supérieur à ça qu'on pourrait mettre en place. Là aussi, c'est des idées, hein, voilà, on peut en rigoler aussi si on veut, ça reste que des idées. Mais si la technologie aujourd'hui court un risque, comme le disent les propriétaires d'entreprises technologiques comme OpenAI, l'intelligence artificielle et tout ça, s'il y a un risque, il faut qu'il y ait une contrepartie. Parce que s'il n'y a pas une contrepartie au risque, ben, si le risque est là, en fait, eh ben, c'est la fin, on va tout perdre. C'est aussi simple que ça. S'il y a une contrepartie, on va pouvoir rééquilibrer et prévenir les risques. On pourrait penser, par exemple, que si on va dans un monde totalement technologique, on a un risque de totalitarisme. Il est évident, c'est évident. On l'a vu, on le voit avec la technologie. Je veux dire, c'est évident. C'est la raison pour laquelle on a des logiciels qui sont open source, c'est-à-dire pour éviter que ben, le pouvoir reste entre une seule main, pour éviter tout un tas de problèmes. Voilà. Et puis, l'open source, ça permet aussi à chacun de participer librement et d'améliorer ce qui existe déjà. Alors, comment est-ce que ça pourrait se matérialiser pour ce type de mesures, du coup, qui rappellent voilà, des instruments de contrôle, qu'on le veuille ou non. On pourrait imaginer la création, le financement et la création d'institutions éthiques décentralisées qui garantissent aux citoyens leur liberté, l'intégrité de leur personne, les données personnelles, la confidentialité, le consentement, tout ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des systèmes politiques qui sont là depuis plus de 100 ans, hein. Même plus de 50 ans. C'est les mêmes structures, les mêmes personnages, les mêmes familles. Qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles font ce qu'elles ont toujours su faire, en fait. Elles reproduisent ce qu'elles ont appris à l'école et ce qu'on leur a dit de faire, ce que leurs aînés leur ont dit de faire, comment il faut faire de la politique. Le problème, c'est que dans l'équation, aujourd'hui, il y a la technologie. Et la technologie, effectivement, si on fait de la politique comme par le passé avec la technologie actuelle, il y a un risque de contrôle total par un système politique. Et puis, on peut aussi se dire qu'il y a des gens dans la société qui sont mal intentionnés et qui, si la technologie tombait entre les mains de ces gens-là, eh ben, ce serait un désastre pour la société tout entière. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez une catastrophe naturelle, je ne sais pas. Euh, je vais dire n'importe quoi. Vous avez un astéroïde qui frappe la Terre, n'importe quoi, une catastrophe qui met en péril toutes les ressources et les infrastructures de la société. Bon, dans ce cas de figure, si le pouvoir reste légitime et reste en place, ça va. Mais si quelqu'un reprend le pouvoir et en fait euh, utilise en fait toutes les technologies qu'on utilisait avant à des fins de nuisance, c'est quand même, il y a quand même un risque. C'est le même principe que la bombe atomique. En fait, c'est le même principe que la bombe atomique. Vous prenez la bombe atomique, il y a plein de garde-fous. On n'a pas, ne prend pas le contrôle d'une bombe atomique qui veut. Il y a énormément de garde-fous, il y a plein de législations. Voilà. Mais en fait, c'est la même chose qu'on pourrait faire éventuellement pour ben, la technologie de manière générale.
Parce qu'à partir du moment où on aurait une identité numérique, ben, technologiquement, ça facilite quand même la vie à tout le monde. Mais le problème, c'est comme la bombe atomique. Si on a une bombe atomique, ben, c'est super, c'est dissuasif, on a la paix, on achète la paix. Mais derrière, bon, si notre gouvernement, c'est une dictature et qu'on commence à faire la guerre partout, on va pas s'en sortir. Donc, euh, donc je pense que voilà, je pense que ils ont sans doute un agenda politique qu'ils ont réfléchi de la manière dont ils font de la politique depuis des années et des années, qui est inadapté en fait au monde technologique d'aujourd'hui. Donc, ben, il y a quand même un risque que ben, ça aille un peu droit dans le mur, hein, que soit les gens n'adhèrent pas du tout au projet, ce qui est en train de se passer, soit qu'ils l'imposent avec la force et que finalement ça se passe pas très bien, ou alors bah, pire que en fait les intentions derrière c'est juste des intentions de contrôle et là, bah, là ça va être très compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc pour récapituler, comment est-ce que c'est restaurer la confiance? Et voilà, la communication du gouvernement britannique, elle est maladroite ou en tout cas inefficace. Voilà, la communication et l'agenda. L'agenda, il n'est pas nécessairement bon. Voilà, après ce que les gens ont vécu il y a quelques années avec une pandémie, mettre ça maintenant, c'est quand même d'un certain côté, on peut se dire oui, ça semble être la suite logique, mais d'un autre, si derrière il n'y a rien qui est fait pour établir la confiance, c'est comme on dit, pisser dans un violon, et les gens vont pas du tout adhérer et dans le pire des cas, les gens vont se braquer. Donc, euh, donc voilà, alors pourquoi la Grande-Bretagne? Donc c'est intéressant de se poser la question, pourquoi la Grande-Bretagne et pourquoi pas l'Europe par exemple? Il y a à l'heure actuelle, l'Europe est en train de se construire, de se constituer. Donc, ils ne peuvent pas vraiment être les leaders dans les prises de décision. Parce que, admettons qu'en Europe, demain, on dit, ça y est, on met la Digital ID, mais c'est fini, fini. Il y a plus d'Europe, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Europe, pour le moment, elle est fragile, parce que c'est des États différents, avec des pays et des cultures différentes et que en fait, elle n'est pas totalement soudée ni unie. C'est la raison pour laquelle ils veulent faire une Europe de la défense, ils veulent consolider tout ça. Et c'est pas bien ou mal, c'est juste, je pense que je pense qu'il y a des bonnes choses à faire, il y a des choses bonnes qu'on a avec l'Europe, mais, euh, mais voilà, il faut que les gens parlent, s'expriment et participent au débat. Parce que si les gens ne font que critiquer ou s'invectiver sur les réseaux sociaux sans aucun argument, ne discutent même pas dans la vie de tous les jours ou ne s'impliquent pas dans la vie de leur ville ou de leur village, ben, effectivement, il ne faut pas s'étonner un matin que ben, il y ait des petits dictateurs qui apparaissent d'un coup ou qu'il y ait des hommes politiques qui prennent l'argent pour financer des campagnes illégales électorales. Enfin, il ne faut pas s'étonner de tout ça. Parce qu'en fait, une politique, c'est aussi le reflet de l'implication de ses citoyens. Si tout le monde a démissionné, ouais, ça devient très dangereux. C'est la raison pour laquelle, pendant très longtemps, on n'a pas arrêté de répéter à tout le monde, il faut aller voter, même si tu n'as pas envie, même si ça a gagné, parce qu'en fait, c'est un droit de vote, et que si un jour tu n'as plus le droit de vote, et ben en fait, il ne faudra pas t'étonner. Mais je pense que le fait de parler et de se positionner, c'est une manière d'exercer sa citoyenneté. Voilà. Et personne ne devrait être inquiété d'exprimer ses opinions à partir du moment où on est respectueux, où on n'appelle pas à la violence. Voilà. Mais bon, voilà, on peut pas rester impassible face à ça. Je veux dire, il faut que les gens donnent leur avis. On n'est pas des machines. Il n'y a pas d'urgence à installer une identité digitale numérique tout de suite. Il n'y a aucune urgence. Il y a zéro urgence. Euh, euh, voilà. Alors, effectivement, ils ont une urgence par rapport au climat parce que, en fait, si, il y a une urgence par rapport au climat, mais même ça, les scientifiques, ça reste juste un consensus. Il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques avérées, c'est juste un consensus. Il n'y a rien qui nous dit pas euh,
en fait, c'est des cycles naturels et que le climat change de manière naturelle. Bon, voilà. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais voilà, donc la Grande-Bretagne a adopté le Digital ID. Euh, et donc, euh, et donc, pourquoi la Grande-Bretagne? Parce que la Grande-Bretagne, elle est toute seule, elle est en dehors de l'Europe. Donc, elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est un peu comme un laboratoire. Ça veut dire que si une idée socialement, ou économiquement, ou politiquement est mise en place en Grande-Bretagne, on peut raisonnablement penser que progressivement, euh, euh, ils vont après l'étendre ailleurs, une fois qu'ils auront revu les conséquences. Parce que le Royaume-Uni, c'est un tout petit pays. D'accord? Donc s'il y a des troubles sociaux ou quoi, c'est plus pratique et plus facile à gérer que si vous avez des gros troubles sociaux dans toute l'Europe. Là, ce sera ingérable. Quoique, on trouvera toujours un moyen de le gérer, mais il y aura quand même des conséquences assez conséquentes, surtout pour la suite, pour regagner la confiance des politiciens et tout ça. Donc, donc voilà, quoi en penser? Quoi en penser? À partir de maintenant, il faut commencer en fait, déjà à parler et à réfléchir, à voir en fait qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Et je pense que ça doit venir des gens, les gens doivent demander d'eux-mêmes des choses plus éthiques, des choses en dehors du système judiciaire, en dehors du système politique ou économique, mais des choses qui ont trait à l'éthique des technologies, l'éthique des instruments de contrôle, parce que la technologie est un instrument de contrôle. euh, et voilà, il faut trouver absolument, il va falloir absolument, urgemment qu'on trouve un moyen de le faire, sinon c'est la confiance des gens en général qui va être difficile. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris les risques que ça peut encourir. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse ou pas, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué dans cette vidéo, voilà. Voilà, en tout cas, ça pose question. Il faut parler de ces sujets, il ne faut pas les ignorer. Euh, ce n'est pas, ce n'est pas, comment dire, c'est pas au dernier moment en fait qu'il faudra se réveiller et faire quelque chose. C'est maintenant.